ça, c'est le plus important. Hein, le client est roi. Allô, allô, allô. Alors, attends. On est bon pour vous? Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau Plan BIM 2022. Comme vous le savez, nous allons présenter pendant 2 jours les 8 actions du Plan BIM 2022. Donc aujourd'hui, ce matin, première journée, nous avons 2 invités sur le plateau pour présenter l'action 1. L'action 1, je vous le rappelle, c'est sécuriser la commande BIM, en gros aider les maîtres d'ouvrage à s'engager dans le BIM, tout simplement. Alors aujourd'hui, nous avons Cécile Jolas, qui est directrice développement de Tipeee, et puis Christophe Lheureux, de l'Immobilière 3F, directeur de l'innovation en charge du BIM. Alors pourquoi sont-ils ici, sur ce plateau? Tout simplement parce que Tipeee, c'est une plateforme technologique qui a lancé, effectivement, qui a gagné un appel d'offres en 2019 pour développer un outil d'accompagnement pour les maîtres d'ouvrage. C'est une entreprise de La Rochelle, 23 personnes, qui existe depuis 2016 et qui lance, qui travaille sur cet outil depuis 2020. Et puis Christophe Lheureux, en fait, a participé, a accompagné, en gros, le développement de cet outil. C'est pour ça qu'ils sont ensemble et qu'ils vont échanger sur les avantages voilà, de cet outil voilà, pour le BIM. Voilà, à vous. Cécile Jolas. Bonjour à tous. Donc on va vous présenter l'outil d'accompagnement à destination des maîtres d'ouvrage pour les aider à rédiger leur cahier des charges BIM. Et on va, avec Christophe, rappeler le contexte du pourquoi de cet outil qui s'inscrit dans le cadre de l'action 1 pilotée par l'Union sociale de l'habitat du plan BIM 2022. Alors peut-être pour commencer, poser la question à Christophe, pourquoi un cahier des charges en tant que maître d'ouvrage? Qu'est-ce qui fait qu'un cahier des charges va sécuriser la commande et sécuriser la démarche d'un maître d'ouvrage? Et finalement, le prétexte de l'outil qu'on est en train aussi de développer aujourd'hui. Merci Cécile. Alors, je ne présente pas 3F, c'est un gros maître d'ouvrage social et on est engagé depuis maintenant 2014 dans la démarche BIM. On en est aujourd'hui à plus de 80 opérations lancées en BIM depuis cette date-là et on vient de prendre la décision en début d'année de généraliser le BIM à toutes nos opérations de construction neuve sur l'Île-de-France. On a l'habitude de dire effectivement que le cahier des charges BIM, c'est le document de départ, c'est le document de référence qui va ensuite structurer le processus BIM. Alors, un bon cahier des charges est nécessaire, pour autant, il n'est pas suffisant pour réussir une opération BIM. Nous concernant, on en est à notre 3e version de cahier des charges BIM. Il a été publié en tout début d'année sur notre site internet. Il est donc accessible à tous. Et ce cahier des charges a servi en tant que donnée d'entrée à la réflexion menée par Tipeee. Alors un cahier des charges, c'est le document dans lequel le maître d'ouvrage va préciser ses attentes, ses besoins et ses exigences. En particulier, je me souviens d'une réunion que nous avions eue il y a 1 an et demi, 2 ans, avec quelques BIM managers, quelques architectes sur la version précédente de notre cahier des charges. Et tous nous avaient dit, mais en l'état, votre cahier des charges manque de précision, manque de clarté, vous n'êtes pas suffisamment exigeant. D'où cette 3e version qu'on a retravaillée et qui a alimenté les réflexions de Cécile. Et du coup, ma question aussi, c'est dans la démarche de 3F qui a eu des versions successives, mais il y a eu une période aussi, j'imagine, avant cahier des charges.
Finalement, on va dire, est-ce que ça a amené une amélioration qualitative aussi des projets suite à ça? Alors, je me souviens du premier cahier des charges, une version 0, pour la toute première opération que nous avons lancée en BIM à l'époque avec Yves Lafoucrière, l'opération de construction neuve à Grigny, 92 logements. Et j'ai relu ce tout premier cahier des charges il y a quelques temps. Et il fait preuve de grande candeur et de grande naïveté à l'époque. En quelques mots, on demandait, en 2014, 2015, on demandait aux architectes de nous expliquer, à nous, maîtres d'ouvrage, ce qu'on allait pouvoir faire du BIM. Bon, bien évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, régulièrement, tirant expérience des opérations menées, on a enrichi progressivement ces différentes versions de cahier des charges pour arriver aujourd'hui à un document précis quant à ce qu'on attend du BIM sur les opérations, en identifiant 5 familles d'exigences. Des exigences en termes de méthode et de processus, d'organisation, de management, des exigences en termes de livrables, des exigences en termes de délai, et puis des exigences en termes de modélisation, et en particulier sur les données attendues dans la maquette, parce que ces données, elles sont extrêmement utiles au maître d'ouvrage pour faire son métier de maître d'ouvrage. Alors moi, je vais prendre ma casquette de prestataire qui répond à des cahiers des charges. Tu parles beaucoup d'exigences. Moi, ces exigences, elles me conviennent bien, parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, on a vu aussi l'évolution de la qualité des cahiers des charges. Et qu'en tant que prestataire sur des prestations de BIM management, par exemple, eh ben, c'est vrai qu'au début, quand on avait des cahiers des charges qui étaient quand même relativement flous, on va dire avec justement des exigences assez peu claires, bah, comme tout prestataire, on prend une marge de sécurité sur le chiffrage, sur le dimensionnement des offres, et qu'aujourd'hui, bah, on voit des maîtres d'ouvrage qui sont beaucoup plus exigeants. Donc là, ça nous sécurise dans nos missions. On sait ce qu'on doit faire, on sait comment on doit le faire, on sait ce qu'on doit rendre, mais aussi on est devenu beaucoup plus précis dans notre réponse financière. Et nous, on a vraiment vu aussi une diminution des offres économiques sur des prestations de BIM management, sur des opérations de typologie similaire. Beaucoup d'architectes avec lesquels je discute me disent encore trop souvent, on nous demande de faire du BIM. J'ai reçu un cahier des charges, mais c'est un cahier des charges ni fait ni à faire, en fait. Un cahier des charges de quelques pages dans lequel le maître d'ouvrage a écrit faisons du BIM. Bien évidemment, ça n'est pas suffisant derrière pour pouvoir mettre en œuvre un processus BIM pertinent. Donc il faut aller plus loin que ça, il faut préciser les choses, il faut préciser ce qu'on attend. Avec malgré tout un point de vigilance, attention dans nos cahiers des charges BIM de maître d'ouvrage, à ne pas faire de liste à l'après-vert de tout ce qu'on attend. Aujourd'hui, on le sait, Yves Lafoucrière l'a rappelé en introduction, le mouvement est en marche, mais beaucoup reste encore à faire. Il faut rester modeste dans les exigences qu'on affiche, dans les usages qu'on souhaite mettre en œuvre. Inutile de fixer 10, 15, 20 objectifs, inutile de cerner 10, 15 ou 20 cas d'usage, c'est pas efficace. Donc restons modestes, cernons bien les besoins, cernons quelques usages intéressants pour le projet, intéressants pour les différentes parties prenantes du projet, et allons jusqu'au bout dans la mise en œuvre de ces quelques cas d'usage. Restons modestes, ayons de l'ambition, mais restons modestes dans la mise en œuvre de cette ambition. Et aujourd'hui, cette version 3 du cahier des charges de l'I3F, est-ce que tu peux revenir un petit peu aussi sur la démarche que vous avez initiée et poursuivie en interne pour y arriver, et justement en repartant l'identification des usages et comment vous avez fait en matière de concertation aussi au sein du groupe? Alors pour nous, c'est assez simple finalement, parce que maître d'ouvrage social, on a une production qui est une production de logements sociaux. Et donc c'est toujours le même produit. C'est certainement beaucoup plus compliqué pour des maîtres d'ouvrage occasionnels qui fabriquent des ouvrages atypiques, singuliers ou uniques. Donc nous, on a un modèle de cahier des charges qu'on utilise sur chacune de nos opérations en ajustant vraiment à la marge aux spécificités propres de l'opération. Alors c'est un travail long de mettre au point un cahier des charges, et on peut saluer à ce titre-là le travail qui sera présenté dans quelques minutes concernant l'outil qui aide à l'élaboration du cahier des charges. Cette version 3, elle a mis plus d'1 an à accoucher. On est parti bien évidemment des versions précédentes du cahier des charges, on est parti des retours d'expérience vécus sur les opérations menées en BIM depuis 2015. Et puis on a itéré en interne, mais on a aussi itéré avec nos grands partenaires. Un cahier des charges, à mon sens, ne se construit pas tout seul. Si on veut viser juste,
il faut en parler. Et en l'occurrence, pour cette version 3 du cahier des charges BIM d'Immobilière 3F, on en a discuté il y a 1 an avec des BIM managers, on en a discuté avec des architectes, on en a discuté avec des bureaux d'études, on en a discuté aussi avec des entreprises, parce que finalement, il faut trouver le bon niveau d'exigence, avec de l'ambition, en restant modeste, mais accessible à toutes les parties prenantes. Inutile de se fixer des objectifs inatteignables, ça n'a pas d'intérêt. Donc tout ça fait l'objet de discussions. Et puis une fois qu'on a mis au point ce cahier des charges, on l'a publié parce qu'on croit beaucoup au partage, on croit beaucoup au fait que collectivement on peut faire avancer les choses. Donc notre cahier des charges BIM 3F est disponible depuis ce début d'année sur notre site internet. Et puis on l'a déployé en interne. On vient de terminer une grosse campagne de formation de nos équipes en interne. Les 80 chefs de projet d'Immobilière 3F ont été formés au cahier des charges, aux exigences qu'il contient. Mais on est allé jusqu'au bout en le présentant et en le discutant, pas plus tard que la semaine dernière, avec nos architectes. On a réuni lundi dernier près de 40 architectes avec lesquels on a l'habitude de travailler pour leur présenter cette nouvelle version du cahier des charges. Et on a fait le même exercice vendredi matin avec une trentaine de bureaux d'études pour partager. L'important là-dedans, c'est de partager. Je pense que le BIM amène des relations un peu différentes avec les partenaires. On n'est pas sur une relation basique client-fournisseur où le maître d'ouvrage parle et les autres exécutent. Je pense que c'est aussi le résultat d'une discussion, d'échange, de partage, de concertation entre tout le monde pour trouver le bon niveau de BIM. Bon, on espère en tout cas que l'outil aura le bon niveau d'accompagnement pour les maîtres d'ouvrage. Je vais le présenter. Alors j'ai 2-3 petites questions parce que Cécile Jolas, elle est passionnée, elle part toute seule. Christophe Leroux, moi j'ai une petite question quand même sur l'intérêt Immobilière 3F pour le BIM. C'est une question de gouvernance, c'est une question qu'est-ce qui pousse une entreprise comme la vôtre à aller vers ça? C'est une recherche d'efficacité dans la conduite des projets. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle version du cahier des charges BIM, on a volontairement restreint ou concentré nos usages sur un socle de 4 usages de base. On n'a pas réinventé l'eau chaude, on ne cherche pas à aller sur Mars, mais on a identifié clairement un socle de 4 usages. C'est du basique, c'est l'utilisation des maquettes lors des revues de projet, en AVP ou en pro. C'est la production d'un témoin virtuel à partir de la maquette. C'est une pré-synthèse en pro entre les lots techniques. C'est la mise à disposition de la maquette dans le DCE entreprise. C'est des choses assez simples, mais dont on se dit, si on arrive à ça, déjà ça amène de la valeur ajoutée. Et ce sont des cas d'usage accessibles à tous. Alors pour autant, si on sent de l'appétit de la part des parties prenantes, si on sent de la maturité, on ira un petit peu plus loin. Et on a établi, c'est un gros boulot qu'on a fait en 2019, un inventaire des cas d'usage, tous ceux qu'on a mis en œuvre finalement depuis 2015. Et on a un catalogue aujourd'hui de cas d'usage, il y en a 20, 25, qu'on peut lancer, qu'on peut choisir en fonction du projet, en fonction des problématiques posées sur le projet, en fonction de la maturité des équipes. Mais on a voulu un socle pour embarquer. Il s'agit aussi aujourd'hui d'embarquer nos partenaires et la filière. D'accord. Alors Cécile Jolas, vous allez nous présenter un petit peu dans le détail ce que vous avez fait. Ça me permettra et ça vous permettra peut-être de répondre à la question par quel bout vous avez pris le BIM finalement avec cet outil d'accompagnement. Vous allez nous montrer ça, s'il vous plaît. Alors, je vais vous présenter effectivement l'outil d'accompagnement qui est en cours de développement dans le cadre de l'action 1, qui a été pensé, réalisé en termes de cahier des charges en 2020, avec notamment la participation d'I3F en tant que maître d'ouvrage dans les groupes de travail de réflexion. L'objectif de cet outil, c'est de répondre à la première ambition de l'action 1, qui est vraiment de sécuriser la commande du maître d'ouvrage, donc bien spécifier ses exigences, comme disait Christophe, et ce qu'il attend du BIM sur son opération. Et pour ça, on a réalisé, donc pour imaginer cet outil, on a réalisé un ensemble d'études
qui portait à la fois sur, pour réaliser un outil, pour rédiger un cahier des charges, il faut déjà comprendre un petit peu dans quel contexte des cahiers des charges existants on s'inscrivait. Donc on a fait tout un benchmark des cahiers des charges chez d'autres maîtrises d'ouvrage pour s'appuyer sur leurs pratiques en termes de contenu, de rédaction, de spécification. Ce cahier des charges futur qui sera écrit dans le cadre de cet outil doit s'appliquer à tout type de typologie d'ouvrage. Voilà, peu importe qu'on soit sur du tertiaire, de l'hospitalier, de la piscine olympique ou du logement social. Un cahier des charges BIM, si vous le rédigez grâce à cet outil, peut s'appliquer à toutes les typologies. On a fait en sorte que cet outil puisse s'adapter aussi à toutes les procédures de commande qui existent. Qu'on soit sur du dialogue compétitif ou de l'appel d'offres classique, il faut que le cahier des charges s'inscrive dans des cadres notamment de commandes publiques ou privées et existantes. Enfin, ce qu'on a souhaité, c'est, Christophe parlait de 25 usages chez 3F, c'est justement accompagner les maîtres d'ouvrage dans l'identification des usages BIM qu'ils vont avoir sur leurs opérations. Donc l'outil va permettre aux maîtres d'ouvrage d'identifier leurs usages sur chaque opération concernée. On a travaillé aussi sur toute la structuration des données, puisque forcément les maîtres d'ouvrage vont attendre des maquettes numériques avec du contenu, de la donnée, des propriétés. Donc il s'agissait de réfléchir à une structuration des données qui soit efficiente, universelle, adaptable à n'importe quelle typologie d'organisme. Et puis enfin, bien sûr, un travail de réflexion pour imaginer le bon outil d'accompagnement, parce qu'un outil d'accompagnement, on voulait un petit peu dépasser les cadres standards de ce qui existait ou de ce qui n'existait pas, puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas sur aujourd'hui dans l'environnement BIM, que ce soit en France ou même à l'échelle européenne. Donc pour nous, l'objectif du futur outil, c'est vraiment d'accompagner n'importe quel organisme, qu'il soit petit, qu'il soit très gros, qu'il ne soit pas engagé, qu'il soit déjà très engagé, sous la forme vraiment d'un parcours pédagogique. Hein, c'est vraiment l'ambition, c'est un accompagnement progressif. Une trappe type qui sera personnalisable, adaptable. Donc l'organisme pourra faire ce qu'il veut de la trame de cahier des charges, il pourra se l'approprier pour sa spécificité. Et puis aussi l'idée de s'appuyer sur un corpus de ressources documentaires de référence, puisque c'est souvent aussi la question des maîtres d'ouvrage, quelle est un peu la bibliographie de l'état de l'art sur laquelle on peut s'appuyer. Donc l'outil en comportera une. Ce qu'on voulait, c'était aussi qu'il se détache d'un simple guide. Voilà, pas un guide de 50 ou 60 pages pour dire voilà ce qu'il faut faire pour rédiger votre cahier des charges. On sait que ça marche pas très bien, on sait que c'est pas forcément efficient, que c'est compliqué. Donc on voulait vraiment dépasser ce stade et plutôt rentrer dans une démarche réflexive. Le but, c'était pas de dire écrivez ça ici à telle page et dans tel cadre, mais plutôt de dire dans le sens inverse, pourquoi vous allez être amené à rédiger une partie, on va vous accompagner pour la rédiger. Et quelles questions vous devez vous poser pour la rédiger par vous-même. Et puis ce qu'on voulait, c'était quelque chose de souple et modulable qui puisse s'adapter aussi en termes de parcours, c'est-à-dire commencer peut-être par quelques parties, mais ne pas forcément aller parfois jusqu'à un cahier des charges ultra exhaustif si ce n'est pas nécessaire. Il sera accessible en ligne, il sera gratuit, il y aura des vidéos, des présentations, des documents interactifs. Ce qu'on a vraiment souhaité, c'est aussi un forum. Voilà, on a vraiment poussé ça, donc on va créer une communauté de maîtres d'ouvrage qui pourront partager sur leur expérience BIM et comment faire pour rédiger un cahier des charges. Et puis une boîte à outils qui comportera des ressources documentaires. Donc ce sera une trame, on est parti sur une trame assez classique Word qui sera téléchargeable et qui sera remplie au fur et à mesure. Et puis le cahier des charges, on l'a imaginé par partie, avec par partie et sous-partie un accompagnement spécifique avec des vidéos, du PPT ou un support autre pour pouvoir rédiger la partie en question et avancer pas à pas. Donc encore une fois, des ressources pour accompagner. Et puis, comme disait Christophe, des fois, il y a des sujets qu'on creuse plus ou moins en fonction de son expérience. Donc, on a aussi voulu amener une progressivité au niveau de la compétence ou de la connaissance ou de l'envie, avec des modules pour aller plus loin, qui permettront d'approfondir certaines thématiques, comme les usages, par exemple, ou la structuration des données, qui permettront à des maîtres d'ouvrage d'avoir des niveaux aussi plus progressifs dans l'appropriation de ces parties. Et puis ce qu'on voulait, ce n'était pas quelque chose de certifiant ou en termes on va dire de qualification tierce. Donc l'idée, c'est de faire de l'auto-validation pas à pas via un schéma de questionnement pour se dire ok, j'ai rédigé ma partie, maintenant je suis prêt à passer à la partie suivante. Donc ça va ressembler à peu près à ça. Alors c'est un petit peu petit, mais ce sera une page web. Alors pour ceux qui connaissent aussi un peu les MOOC, les choses comme ça va s'inspirer de ces approches pédagogiques. Donc l'idée, ce sera vraiment
un parcours avec sur la gauche le menu déroulant de toutes les parties du cahier des charges BIM. Et puis en fait, vous allez avancer pas à pas. On a quelques illustrations ci-après. Donc encore une fois, un forum, une boîte à outils, un espace. Alors le forum, la petite spécificité, c'est qu'on veut créer un réseau de participants volontaires. Donc c'est-à-dire pas seulement un forum où les gens vont contribuer, mais si le maître d'ouvrage est volontaire, il pourra être entre guillemets reconnu comme participant volontaire et du coup il sera désigné comme un maître d'ouvrage ayant déjà de l'expérience avancée et sur lequel il s'engage au travers du forum à répondre peut-être à des questions, à être en lien aussi direct avec d'autres maîtrises d'ouvrage et créer finalement un réseau un petit peu identifié de personnes support reconnues aussi pour leur expérience. Et puis l'idée c'est d'avancer dans les questionnements et les échanges. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemblera. Une boîte à outils qui aura donc un recensement de toutes les ressources documentaires nécessaires pour rédiger son cahier des charges BIM, où on pourra retrouver du coup des exemples de cahiers des charges, on trouvera des activités, on trouvera aussi peut-être des témoignages, des vidéos sur le sujet. Et puis il y aura un espace utilisateur qui ne sera pas forcément obligatoire, mais si vous vous inscrivez sur la plateforme, vous pourrez conserver votre historique d'accompagnement et du coup d'avancement, puisque si vous rédigez votre cahier des charges et que tout d'un coup vous vous arrêtez parce que vous avez une difficulté ou vous n'avez pas le temps ou vous avez un questionnement supplémentaire, vous pourrez vous arrêter en cours de route et via votre espace utilisateur reprendre votre parcours une fois que vous vous reconnectez. Vous aurez accès au forum et vous pourrez interagir. Et puis vous aurez aussi des indicateurs de suivi qui vous permettront du coup de savoir un petit peu si vous avez peut-être il y a des parties que vous avez eu un peu plus de difficultés à remplir ou pas, et puis pourquoi pas remplir des rapports d'exploitation. Sachant que vous ne serez pas limité dans le nombre de cahiers des charges que vous pourrez rédiger autant de cahiers des charges que vous voulez, et donc aussi avoir un petit peu le nombre de cahiers des charges produits. Est-ce que vous... Voilà. Ou avoir... voir si vous avez été plus rapide, peut-être au fur et à mesure dans la rédaction des cahiers des charges. Alors cet outil va sortir quand ? On a commencé il y a 15 jours, 3 semaines. Alors en fait, officieusement un peu avant quand même, on a avancé. Fin août, il y aura une première version bêta qui sera sortie, avec une validation finale en novembre, et puis un lancement officiel, opérationnel en ligne à partir du 30 novembre. Pour que d'ici la fin de l'année, tous les maîtrises d'ouvrage en France ou francophones, parce que ce n'est pas forcément que la France, pourront accéder à cet outil d'accompagnement. Pour ça, on continue la dynamique de groupes de travail. Donc il y a des groupes de travail qui vont être mis en place, projets, de la collaboration avec des maîtrises d'ouvrage pour qu'elles testent l'outil, pour qu'elles puissent aussi appuyer les réflexions, peut-être des orientations quant au support qui vont être produits, tester des fonctionnalités un peu en avance pour voir si elles fonctionnent bien, si elles ont une pertinence aussi. Parce qu'on peut imaginer des choses, mais en fait, ça ne marche pas du tout. C'est plutôt contre-productif. Donc, le but, c'est plutôt de s'appuyer sur un groupe de bêta-testeurs. Et puis, l'ergonomie, parce qu'on est très attaché à ça. On sait qu'un outil, pour que ça vive, il faut que ce soit une ergonomie travaillée, accessible. Donc, ça, c'est très important. Et puis, forcément, prévenir toute problématique amont, parce qu'on sait que les outils, quand c'est mis en ligne, il y a forcément toujours... des écueils, donc c'est important pour nous d'avoir aussi cette communauté de bêta-testeurs. Et d'ailleurs, s'il y a des maîtres d'ouvrage qui veulent être bêta-testeurs, la porte est ouverte, c'est ouvert à tout maître d'ouvrage. Donc voilà, c'est important pour nous d'avoir aussi le maximum de personnes pour nous aider à le construire. Donc voilà, ça ressemblera à peu près à ça, et du coup on a hâte d'y arriver et de le présenter. Notamment, il sera présenté au congrès HLM fin septembre pour une première version bêta. Et puis à la fin de l'année pour le lancement. Merci. Une petite question, Cécile Jolas. Vous avez parlé de communauté, vous avez parlé finalement d'interaction, de groupe de parole presque, pour parler de cet outil. Quelle forme ça va prendre ? Ça va prendre la forme un petit peu de l'open data, où on est sur une plateforme, où on échange. Concrètement, comment ça va se passer ? Pour le forum ? Oui. Concrètement, l'idée, c'est ce qu'on souhaitait, c'était avoir un forum qui, bien sûr, s'appuie sur des fonctionnalités classiques d'un forum, donc poser une question, avoir une réponse, voilà, on va dire quelque chose d'assez classique avec une modération. Mais surtout, ce qui nous tenait à cœur, c'était surtout la notion de réseau de participants volontaires. Parce qu'on sait qu'un forum, pour que ça vive, il faut qu'il y ait de l'expérience qui soit partagée, il faut que des gens qui ont peut-être déblayé des sujets avant puissent contribuer.
Et on voulait que ces personnes-là soient identifiées en tant que participants volontaires. Donc, même au travers du forum, pouvoir le contacter peut-être directement. Alors, bien sûr, après, l'idée, si Christophe, demain, est participant volontaire, c'est pas de lui envoyer 500 mails pour qu'il réponde à toutes les questions de tous les maîtres d'ouvrage de France. Mais en tout cas, d'avoir des personnes qui soient identifiées ou peut-être aussi demain qui ont acquis suffisamment d'expérience et qui veulent à nouveau le partager. Donc un forum technique, mais essayer de créer une communauté de gens volontaires pour partager, parce qu'on sait que partager l'expérience, c'est généralement ce qui est le plus efficace quand on va avancer sur un sujet. D'accord. Christophe Leroux, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois. Oui, un mot pour enfoncer le clou par rapport aux propos de Cécile. Je pense que ce travail-là est très attendu par les maîtres d'ouvrage. Il va s'avérer fort utile. Avant ça, quand on souhaitait s'engager dans une démarche BIM, on était face à une feuille blanche. Et Dieu sait que c'est compliqué. Par quel bout on attrape le sujet pour exprimer ses besoins? Avec un outil tel qu'il vous a été présenté par Cécile Jolas, on a une ligne directrice. Donc une nouvelle fois, merci au plan, merci à Tipeee de nous faire gagner à nous, maîtres d'ouvrage, du temps dans la fabrication de ce cahier des charges BIM, dont on va redire qu'il est une pièce essentielle pour l'efficacité d'un bon processus BIM. Donc merci à vous. D'accord, merci Christophe Leroux, merci Cécile Jolas. Alors je rappelle que toutes ces conférences sont enregistrées, nous ne sommes pas en live, mais elles sont enregistrées, elles seront diffusées sur le site, je relis mes petites notes, du plan BIM 2022. Donc voilà, dans les jours prochains, vous pourrez suivre ça en ligne. Merci beaucoup pour cette attention du public. Merci.